Nous sommes le 23 juin 2023, à Agde sur les rives de l'Hérault, dans le sud de la France. Après 16 années de restauration et 15 millions d'euros engloutis dans la pierre, un palais ressuscite. La Villa Lawrence, 1400 mètres carrés de splendeur. Art nouveau, posé sur 12 hectares de jardin, rouvre enfin ses portes au public. Les visiteurs affluent émerveillés par les vitraux chatoyants, les mosaïques orientalistes, les ferronneries qui semblent danser sous la lumière méditerranéenne. Ils viennent chercher la beauté. Ils viennent photographier un rêve de la belle époque miraculeusement préservé. Mais sur certains murs dissimulés derrière la splendeur restaurée, persistent des traces qu'aucun budget de restauration n'a pu effacer. Des pochades, des esquisses maladroites griffonnées à la hâte par des soldats allemands durant l'occupation, des paysages banals, des silhouettes anonymes peintes directement sur les fresques d'un temple dédié à la beauté. Ce ne sont pas des œuvres d'art, ce sont des signatures, les graffitis de ceux qui ont transformé ce palais en caserne, ce sanctuaire en terrain conquis. Alors dites-moi, Villa Lawrence est-elle un chef-d'œuvre sauvé de l'oubli ou une mémoire que l'on a blanchie pour la rendre acceptable? S'agit-il d'un sanctuaire de beauté ressuscité ou d'un théâtre de l'occupation dont on a repeint les décors? Ce palais appartient-il encore aux médecins qui l'a rêvé en 1898 ou à ceux qui l'ont sali en 1943? Car voici la vérité que les brochures touristiques ne racontent pas. Cette villa a été construite pour défier le temps, mais elle a été violée par l'histoire. Elle a été érigée pour célébrer l'éternité de l'art, mais elle a été abandonnée pendant 40 ans comme un cadavre architectural. Elle devait incarner la victoire de la culture sur la mort, mais elle est devenue le témoin muet de ce qui arrive lorsque la beauté rencontre la barbarie. Si vous voulez comprendre comment un rêve peut virer au cauchemar, si vous voulez savoir ce qui se cache derrière des murs fraîchement peints et des jardins impeccablement entretenus, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour suggérer le manoir que vous aimeriez voir fouiller ensuite. Votre soutien est essentiel pour rendre cette enquête possible. Et croyez-moi, cette vérité est bien plus troublante que tout ce que l'on vous montrera lors des visites guidées. Pour comprendre comment cette villa est devenue le témoin d'un siècle de violence, il faut d'abord saisir le monde qui l'a enfanté. Nous ne sommes pas dans n'importe quelle époque. Nous sommes en 1898 à l'apogée de ce que l'on appellera plus tard la Belle Époque. Mais cette Belle Époque est en réalité un champ de bataille sociale déguisé en bal costumé. D'un côté, il y a le monde d'hier, la vieille aristocratie française, celle du faubourg Saint-Germain, celle qui descend des croisés et des maréchaux de Louis XIV. Pour eux, la fortune se transmet par le sang, pas par le travail. On ne construit pas de palais ostentatoires. On hérite de châteaux sobres et discrets. L'argent ne se montre jamais. Il se devine derrière des portes closes et des noms qui n'ont pas besoin d'être prononcés pour être reconnus. De l'autre côté, surgit une nouvelle caste bruyante et dérangeante, l'argent nouveau. Ce sont les industriels enrichis par le charbon et l'acier, les banquiers, qui ont financé les chemins de fer et surtout la bourgeoisie des professions libérales, médecins, avocats ingénieurs qui ont fait fortune non pas en héritant mais en bâtissant. Pour eux, la richesse ne vaut rien si elle reste invisible. Il faut la transformer en pierre, en marbre, en vitraux. Il faut qu'elle crie son existence au visage du monde. C'est dans cette fracture sociale, dans cette guerre froide entre noblesse de sang et noblesse d'argent que naît la Villa Lawrence. Et son créateur incarne parfaitement cette nouvelle élite qui refuse de se taire. Le docteur Emmanuel Lawrence n'est pas un parvenu ordinaire. Il n'a pas construit sa fortune à la sueur de son front. Il l'a hérité. Mais cet héritage, loin de le rassasier, l'a rendu affamé. Affamé de reconnaissance, affamé de beauté, affamé d'une immortalité que l'argent seul ne peut pas acheter. Lawrence appartient à cette génération fascinante de la fin du XIXe siècle qui croit dur comme fer en une idée, l'œuvre d'art totale.
Ce concept importé d'Allemagne par les cercles wagnériens proclame qu'un homme cultivé ne doit pas se contenter de collectionner des tableaux ou des sculptures. Non, il doit transformer sa vie entière en une œuvre d'art. Sa maison, ses vêtements, ses repas, ses conversations, tout doit être orchestré comme une symphonie esthétique permanente. Pour Laurens, cela signifie une chose, il ne veut pas habiter une villa. Il veut incarner un idéal. Il a voyagé. Il a vu les palais vénitiens, les mosquées de Constantinople, les ruines d'Athènes. Il est revenu en France avec une conviction inébranlable, si la vieille aristocratie refuse de lui ouvrir ses portes, il construira ses propres portes. Et elles seront tellement belles, tellement raffinées, que même les ducs et les comtes devront lever les yeux pour les admirer. La Villa Laurens n'est donc pas un caprice architectural, c'est un manifeste. Un manifeste qui proclame « Je ne suis peut-être pas né dans un château du Moyen-Âge, mais je peux en créer un qui surpasse tout ce que vos ancêtres ont légué. » Le style qu'il choisit est révélateur. Pas de néo-gothique austère à la manière des châteaux de la Loire. Pas de classicisme pompeux à la Versailles. Non. Laurens opte pour un mélange explosif et presque sacrilège. Art nouveau, ce courant tout neuf organique sensuel qui fait scandale dans les salons parisiens, combiné avec des influences orientalistes empruntées au palais mauresque d'Espagne et du Maghreb, le tout saupoudré de références néo-grecques, pour rappeler que la vraie civilisation, la vraie beauté est née en Méditerranée. Ce cocktail stylistique est une provocation, c'est une façon de dire « je refuse vos codes, je crée les miens ». Et il ne s'agit pas seulement de bâtir une belle maison de campagne pour y passer l'été. La Villa Laurens est conçue comme un petit Versailles personnel, un lieu où Laurens peut régner en souverain absolu sur un royaume de beauté loin de Paris, loin des regards condescendants de ceux qui ne verront jamais en lui qu'un médecin enrichi. Il choisit Agde, cette petite ville au bord de l'Hérault, pour une raison stratégique, c'est le sud. C'est la Méditerranée. C'est la lumière. C'est aussi une manière de dire à Paris, vous n'êtes plus le centre du monde. Le vrai raffinement peut naître ailleurs. La Villa Laurens devient ainsi la réponse du Midi à la grandeur parisienne. Une déclaration d'indépendance culturelle gravée dans la pierre. Mais voici la question qui me hante à chaque fois que je repense à cette histoire. Que se passe-t-il lorsqu'un homme bâtit sa maison pour défier le temps, et que le temps se venge? Dites-nous en commentaire, un monument appartient-il à son créateur ou à l'histoire qui s'en empare? Mais ce qui me frappe le plus dans l'histoire du docteur Laurens, ce n'est pas son ambition. L'ambition, après tout, est une constante chez les bâtisseurs de palais. Non. Ce qui me trouble, c'est l'aveuglement. Se doutait-il qu'en transformant sa demeure en œuvre d'art totale, en la chargeant de tant de significations symboliques, en faisant le réceptacle de tous ses rêves d'immortalité culturelle, il l'a condamné à devenir une proie pour l'histoire. Car voici ce que j'ai compris après des semaines à étudier ce lieu, les maisons ordinaires traversent les guerres sans trop de dégâts. Elles sont trop banales pour qu'on s'y attarde. Mais les palais, eux, attirent les conquérants comme le miel attire les mouches. Ils sont des trophées, ils sont des symboles à renverser. En voulant bâtir un sanctuaire inviolable de beauté, Laurens a en réalité construit une cible. Plus sa villa serait belle, plus elle serait vulnérable. Plus elle incarnerait le raffinement français, plus elle appellerait la profanation. Et je me demande, le savait-il ? Avait-il conscience, en choisissant ces marbres précieux et ces vitraux irremplaçables, qu'il créait quelque chose de trop beau pour survivre intact? Ou croyait-il, comme tant d'hommes de son époque, que la culture était un bouclier, que les barbares éblouis par tant de splendeur s'arrêteraient sur le seuil et reculeraient vaincus par la supériorité esthétique? Cette foi naïve dans le pouvoir protecteur de l'art, cette conviction que la beauté peut désarmer la violence, est peut-être le véritable drame de la Villa Laurens. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une maison. C'est l'histoire d'une illusion, celle qui nous fait croire que si nous construisons des murs assez beaux, le monde extérieur ne pourra jamais les franchir. Laurens a bâti son rêve.
Mais il a oublié que les rêves, aussi solides soient-ils, Saal, en apparence, ne résiste jamais longtemps à la réalité. Cette ambition dévorante, ce besoin compulsif de transformer chaque centimètre carré en chef-d'œuvre, va se lire dans chaque pierre, chaque courbe, chaque vitrail de cette villa. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant en pénétrant dans les entrailles de ce monstre de beauté. Avant de passer au prochain acte, rappelons une vérité fondamentale de l'architecture: l'emplacement n'est jamais innocent. Choisir ou bâtir, c'est déjà faire un choix politique, social, symbolique. Et le choix du docteur Lawrence pour sa villa révèle autant sur lui que les murs qu'il s'apprête à ériger. Nous sommes à Agde-Petite, cité de l'Hérault, fondée par les Grecs il y a plus de 2600 ans. Ce n'est pas Paris, ce n'est pas Nice, ce n'est pas Cannes. C'est une ville de 25 000 habitants à la fin du XIXe siècle, posée à l'embouchure du fleuve Hérault, là où l'eau douce rencontre la Méditerranée. Une ville de pêcheurs, de vignerons, de petits commerçants. Une ville provinciale. Et c'est précisément pour cela que Lawrence l'a choisie. Il aurait pu, avec sa fortune, acheter un terrain sur la Côte d'Azur, alors en pleine expansion grâce à l'arrivée du chemin de fer. Il aurait pu rejoindre les riches Anglais et Russes qui construisent des villas Belle Époque à Menton, à Beaulieu-sur-Mer, à Antibes. Mais Lawrence ne veut pas être un riche parmi d'autres. Il veut être le prince d'un territoire qu'il dominera seul. À Agde, personne ne peut rivaliser avec lui. Il sera le seul à posséder un palais de cette envergure, le seul à pouvoir transformer le paysage urbain par sa seule volonté. C'est une forme subtile de tyrannie esthétique. Plutôt que de se battre pour briller dans une constellation d'étoiles, il préfère être l'unique soleil d'un firmament modeste. Le terrain qu'il acquiert se situe en bordure de ville sur les rives du fleuve Hérault. Un emplacement stratégique. D'un côté, la rivière offre une perspective naturelle, une sorte de douve liquide qui isole symboliquement la propriété du reste du monde. De l'autre, la route qui mène vers Béziers, distante d'une vingtaine de kilomètres, garantit que les visiteurs de marque pourront venir admirer son œuvre sans trop de difficultés. Mais le véritable coup de génie, c'est l'échelle du projet. Lawrence ne se contente pas d'acheter un jardin. Il acquiert 12 hectares de terre. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, c'est l'équivalent de 17 terrains de football. C'est une superficie qui dépasse celle de nombreux châteaux de la petite noblesse française. À l'intérieur de ce domaine colossal, la villa elle-même occupera 1400 mètres carrés au sol, à peu près la taille d'un petit hôtel particulier parisien, mais posé au milieu d'un parc qui semble ne jamais finir. Ce choix n'est pas un hasard. Lawrence veut que l'on marche avant d'arriver à sa porte. Il veut que ses invités traversent des allées plantées d'essences exotiques, qu'ils passent devant des bassins, des statues, des pergolas. Il veut que l'approche de la villa soit une cérémonie, une montée progressive vers le sanctuaire. Comme dans les temples antiques, où l'on gravissait des marches interminables avant d'atteindre le cœur sacré, la villa Lawrence impose un rituel spatial à ceux qui viennent la voir. Et puis, il y a la visibilité. Contrairement au château de l'aristocratie traditionnelle, dissimulé derrière de hauts murs, et des forêts épaisses pour protéger l'intimité des maîtres, la villa Lawrence est exposée. Elle est visible depuis le fleuve. Elle est visible depuis la route. Lawrence ne cherche pas à se cacher, au contraire. Il veut que les bateliers qui descendent l'Hérault, que les paysans qui passent sur le chemin de Béziers, que les bourgeois d'Agde qui se promènent le dimanche lèvent les yeux et voient son palais briller sous le soleil méditerranéen. C'est une architecture de provocation. Une architecture qui dit « Regardez ce que l'argent peut accomplir. Regardez ce qu'un homme seul, sans titre de noblesse, sans ancêtre illustre, peut créer de ses propres mains, ou plutôt avec les mains de ceux qu'il paie. » Mais cette exposition a un prix. Car en construisant un palais aussi visible, aussi voyant, Lawrence transforme sa villa en monument public avant même qu'elle ne soit achevée. Il ne s'agit plus d'une maison privée. C'est un repère dans le paysage urbain, un point de référence. Et comme tous les repères, elle devient vulnérable. Elle devient un symbole que l'on peut aimer admirer ou détruire.
Il y a quelque chose de profondément ironique dans ce choix d'emplacement. Laurens veut être vu, mais il veut aussi être séparé. Il veut dominer la ville sans en faire partie. Il veut que son palais dialogue avec le fleuve, avec la Méditerranée, avec l'horizon, pas avec les petites maisons bourgeoises d'Agde. Il construit un îlot de culture et de raffinement au milieu d'un océan de médiocrité provinciale. Cette arrogance spatiale, cette manière de planter son drapeau esthétique en territoire conquis, va sceller le destin de la villa. Car lorsque l'histoire frappera à la porte, et elle frappera, croyez-moi, elle ne distinguera pas entre le rêve personnel d'un homme et le symbole qu'il a créé malgré lui. Mais avant d'en arriver là, posons-nous cette question. Pourquoi Laurens choisit-il un terrain aussi exposé comme pour forcer le monde à admirer sa création? Cherche-t-il l'admiration? Ou provoque-t-il une confrontation qu'il ne pourra pas gagner? La réponse se trouve dans les fondations mêmes de la villa. Et pour comprendre ces 12 hectares de terre languedocienne en l'un des chantiers les plus démesurés de la Belle Époque. Nous sommes en 1898. Les plans sont dessinés. Le terrain est acheté. Maintenant commence la partie la plus difficile, transformer un rêve en pierre. Et ce rêve va exiger une armée. Contrairement aux châteaux médiévaux qui prenaient des décennies à s'élever, la villa Laurens doit naître vite. Laurent n'est plus un jeune homme. Il a conscience que le temps presse. Il veut voir son palais achevé de son vivant, pouvoir y habiter, y recevoir, y régner. Il donne donc à ses architectes une contrainte terrible, 2 ans. 2 années pour bâtir ce qui devrait normalement en prendre 10. Cette urgence va transformer le chantier en une machine de guerre. Entre 1898 et 1900, les rives de l'Hérault deviennent le théâtre d'une frénésie constructrice qui n'a rien à envier aux grands travaux haussmanniens de Paris. On estime qu'entre 80 et 120 artisans travaillent simultanément sur le site à différents moments du chantier. Ce ne sont pas des ouvriers ordinaires. Laurens refuse la médiocrité. Il fait venir des maçons italiens réputés pour leur maîtrise de la pierre, des ferronniers catalans, spécialisés dans l'art nouveau, des céramistes de Catalogne capables de reproduire les motifs orientalistes qu'il a admirés lors de ses voyages. Chaque corps de métier est une petite armée. Il y a les tailleurs de pierre qui découpent les blocs de calcaire et de marbre. Il y a les charpentiers qui assemblent les structures en bois exotiques importées des colonies françaises. Il y a les vitriers qui fabriquent sur mesure des centaines de mètres carrés de vitraux colorés. Il y a les plombiers qui installent un système de canalisation ultramoderne pour l'époque, garantissant l'eau courante dans toutes les pièces principales. Et il y a les électriciens, une profession encore rare, en 1898 qui câble la villa pour qu'elle soit l'une des premières demeures privées du Midi équipées d'éclairage électrique. Le coût du chantier est colossal. Les archives ne donnent pas de chiffres exacts, mais les historiens estiment que Laurens a dépensé l'équivalent de plusieurs millions de francs or, une somme qui, convertie en euros actuels, approcherait les 10 à 15 millions. Pour une époque où un ouvrier gagne 5 francs par jour, c'était une fortune qui défie l'imagination. Mais l'argent n'achète pas seulement la main-d'œuvre. Il achète aussi l'obéissance. Et Laurens en abuse. Les témoignages de l'époque rare mais éclairant décrivent un homme omniprésent sur le chantier. Il ne délègue rien. Il veut tout voir, tout contrôler, tout valider. Chaque matin, il inspecte l'avancée des travaux. Chaque soir, il convoque les chefs d'équipe pour pointer les défauts. Les artisans apprennent rapidement qu'avec Laurens, il n'y a pas de marge d'erreur. Une moulure mal alignée. On la détruit et on la refait. Un vitrail dont la teinte ne correspond pas exactement à ce qu'il avait en tête. On le brise et on en commande un nouveau. Cette tyrannie du détail atteint son paroxysme avec la cage d'escalier principale. L'escalier de la Villa Laurens n'est pas un simple moyen de passer d'un étage à l'autre. C'est le cœur symbolique de la maison.
C'est la première chose que verront les invités en franchissant le seuil. C'est l'élément architectural qui doit incarner à lui seul toute la philosophie esthétique de la villa, élégance, fluidité, lumière. Laurens veut que cet escalier soit une œuvre d'art sculptée. Les rampes doivent être en fer forgé, dessinant des arabesques végétales inspirées de l'Art nouveau. Les marches doivent être en marbre importé d'Italie, veinées de couleurs chaudes qui rappellent le soleil méditerranéen. La cage elle-même doit être percée de vitraux qui projettent des taches de lumière colorées sur les murs, créant une atmosphère presque mystique. Mais voilà, la première version ne le satisfait pas. L'angle de la lumière n'est pas parfait. Les proportions lui semblent légèrement déséquilibrées. Il ordonne donc qu'on démonte tout et qu'on recommence. Deuxième tentative. Les artisans travaillent jour et nuit. Ils reconfigurent la cage, ajustent les mesures, modifient l'inclinaison des marches. Laurens revient. Il observe. Il fronce les sourcils. Ce n'est toujours pas ça. Il manque quelque chose. Une harmonie insaisissable qu'il sent intuitivement mais ne peut expliquer rationnellement. Il ordonne une troisième reconstruction. Cette fois, les ouvriers comprennent qu'ils ne travaillent plus pour un client ordinaire. Ils travaillent pour un obsédé. Pour un homme qui ne voit pas la différence entre très bien et parfait, et qui est prêt à gaspiller des mois de travail et des milliers de francs pour atteindre une perfection que lui seul peut percevoir. Finalement, après des semaines supplémentaires, la cage d'escalier atteint l'état que Laurens juge acceptable. Elle est inaugurée en grande pompe. Les invités monteront ces marches en murmurant des compliments polis. Aucun d'entre eux ne saura jamais que ce qu'ils foulent du pied a été construit, détruit et reconstruit 3 fois. Je m'arrête ici un instant, parce que cette histoire de cage d'escalier me hante. Imaginez démonter et refaire 3 fois une structure aussi complexe. Jusqu'à quel degré d'obsession faut-il sombrer pour exiger une telle perfection? Quelle douleur intérieure pousse un homme à ne jamais être satisfait, même lorsque le résultat est objectivement magnifique? Ce détail me révèle quelque chose d'essentiel sur Laurens. Il ne construisait pas simplement une maison, il sculptait son immortalité. Chaque pierre, chaque courbe, chaque reflet de lumière devait être irréprochable parce qu'il savait consciemment ou non que cette villa serait sa seule trace durable dans l'histoire. Mais voici le paradoxe cruel, cette quête de perfection, cette obsession du détail qui l'a poussé à dépenser des fortunes et à épuiser ses artisans ne le protégera pas de ce qui va arriver. Car l'histoire se moque de la beauté. Elle se moque de la perfection. Elle piétine les escaliers de marbre avec les mêmes bottes sales qu'elle traîne sur les chemins boueux. Laurens voulait que sa cage d'escalier soit éternelle. Mais l'éternité, comme il l'apprendra, ne dépend pas de la qualité des matériaux. Elle dépend de forces bien plus brutales. Pendant ce temps, alors que l'escalier est enfin terminé, le reste de la villa continue de prendre forme. Les façades s'élèvent. Les toits se posent. Les jardins commencent à être plantés selon des plans paysagers minutieux. En 1900, après 2 années de labeur acharné, la structure est achevée. Mais Laurens sait que le vrai travail ne fait que commencer. Car une maison n'est qu'une coquille vide tant qu'elle n'est pas meublée, décorée, habitée. Et lui ne veut pas simplement meubler sa villa. Il veut la transformer en sanctuaire. Mais cette obsession du détail aura un prix. Quel prix? Et qui le paiera? La réponse se trouve dans ce qui va remplir cette coquille des marbres, des bois rares, des céramiques orientales, et surtout une vision totalitaire de ce que doit être une vie entièrement vouée à l'esthétique. Entrons maintenant dans les entrailles de ce monstre de beauté. Franchissons maintenant le seuil de la Villa Laurens. Oublions un instant les jardins, les façades, l'architecture extérieure. Pénétrons dans ce qui devait être, selon les mots mêmes de Laurens, un temple de la vie moderne. Car c'est à l'intérieur que le véritable génie ou la véritable folie de ce projet se révèle. La villa compte environ 30 pièces principales, 30 espaces distincts
chacun conçu avec une fonction précise, chacun décoré selon un thème différent. Ce n'est pas une maison où l'on vit simplement. C'est un musée habité une succession de décors théâtraux où chaque pièce raconte une histoire différente. Commençons par les salons de réception. Ils occupent tout le rez-de-chaussée et sont organisés en enfilade à la manière des grands appartements royaux. Le grand salon principal est une explosion de couleurs et de matières. Les murs sont recouverts de lambris en bois précieux du noyer du chêne, mais aussi des essences exotiques comme le palissandre importé d'Indochine. Le plafond est orné de moulures en stuc doré qui dessinent des motifs géométriques inspirés de l'Alhambra de Grenade. Au centre, un lustre monumental en cristal de Bohême diffuse une lumière qui se reflète sur les dorures et crée des jeux d'ombre mouvants. Mais ce qui frappe immédiatement le regard, ce sont les vitraux. Lawrence a fait installer des vitraux partout. Pas seulement dans les fenêtres, mais aussi dans les portes, dans les cloisons intérieures, parfois même dans les meubles. Ces vitraux ne représentent pas des scènes religieuses comme dans les églises, mais des motifs floraux, des oiseaux exotiques, des femmes drapées dans des voiles orientalistes. Lorsque le soleil méditerranéen traverse ces panneaux colorés, la pièce entière se transforme en kaléidoscope vivant. Les invités marchent littéralement dans la lumière colorée, leurs vêtements teintés de rouge, de bleu, de vert. Ensuite viennent les salles de bain. Et c'est ici que Lawrence fait preuve d'une modernité qui scandalise même ses contemporains. À une époque où la plupart des maisons bourgeoises se contentent d'une seule salle d'eau sommaire, souvent une bassine et un broc posé dans un coin, la Villa Lawrence dispose de 6 à 8 salles de bain complètes. Chacune est équipée de baignoires en fonte, émaillées de lavabos en porcelaine, importés d'Angleterre, et surtout d'un système de plomberie permettant l'eau courante, chaude et froide. Un luxe inouï pour 1900. Mais Lawrence ne se contente pas du confort moderne. Il veut que même l'hygiène soit esthétique. Les murs des salles de bain sont entièrement recouverts de céramiques orientalistes fabriquées en Catalogne. Ces carreaux peints à la main représentent des motifs géométriques mauresques, des arabesques végétales, des inscriptions en pseudo-arabe qui ne veulent rien dire mais créent une atmosphère de hammam oriental. Le sol est en mosaïque de marbre avec des incrustations de pierres semi-précieuses. Prenez une salle de bains ordinaire de l'époque, 4 murs blancs, une baignoire en zinc, une lampe à pétrole. Maintenant, imaginez une pièce où chaque centimètre carré est un tableau où l'on se baigne entouré de motifs qui évoquent les palais de Cordoue ou de Marrakech. C'est l'expérience que Lawrence offre à ses invités. Et c'est aussi un message subliminal, même vos fonctions corporelles, les plus intimes, doivent être encadrées par la beauté. Les chambres à coucher suivent la même logique de théâtralisation. Il y en a une dizaine chacune décorées différemment. La chambre principale de Lawrence est un sanctuaire néo-grec avec des colonnes cannelées peintes en trompe-l'œil, sur les murs un plafond à caissons orné de fresques mythologiques et un lit monumental en acajou sculpté qui ressemble plus à un hôtel qu'à un meuble. Les chambres d'invités, elles explorent différents styles. L'une est néo-renaissance avec des tapisseries murales, une autre est entièrement art nouveau avec des meubles aux courbes organiques, une troisième imite un boudoir oriental avec des coussins brodés et des paravents en bois ajourés. Mais le détail le plus révélateur de l'obsession de Lawrence, c'est peut-être ceci: chaque chambre possède son propre cabinet de toilette attenant. Pas de couloir à traverser en chemise de nuit pour aller se laver. Tout est intégré, pensé pour que les invités n'aient jamais à sortir de leur cocon de confort. Parlons maintenant des commodités modernes qui font de cette villa une anomalie pour son époque. En 1900, l'électricité est encore un luxe de riches citadins. À Agde, la plupart des maisons s'éclairent au gaz ou à la bougie. Laurent lui fait installer un système électrique complet alimenté par un générateur indépendant situé dans une dépendance du parc. La villa entière est câblée. Chaque pièce principale dispose de plusieurs points lumineux, lustres, appliques, murales, lampes de table. On estime qu'il y a plus de 150 ampoules électriques dans la demeure
un chiffre qui pour l'époque est tout simplement vertigineux. Le chauffage suit la même logique de modernité extrême. Pas de cheminée qui fume et salisse les murs. Laurens fait installer un système de chauffage central alimenté par une chaudière au charbon cachée dans les sous-sols. Des radiateurs en fonte dissimulés derrière des grilles décoratives en fer forgé diffusent une chaleur uniforme dans toutes les pièces. Même en plein hiver méditerranéen relativement doux, certes les invités peuvent déambuler en vêtements légers sans jamais frissonner. Et puis, il y a les détails que personne ne voit, mais qui coûtent une fortune, les tuyauteries en cuivre, qui serpentent derrière les murs, le système de ventilation qui renouvelle l'air, des pièces sans courant d'air, les fils électriques gainés de tissus isolants importés d'Allemagne, les regards de drainage dans les jardins pour éviter que l'humidité ne remonte dans les fondations. Laurens ne laisse rien au hasard. Chaque élément technique, aussi invisible soit-il, doit fonctionner parfaitement. Car il sait que la moindre défaillance, une canalisation qui fuit, une lampe qui grésille, briserait l'illusion de perfection qu'il s'acharne à construire. Au total, on estime que l'aménagement intérieur de la villa a coûté autant, sinon plus, que sa construction. Les meubles sur mesure, les tapis persans, les tentures en soie, les lustres en cristal, les céramiques importées, les vitraux commandés à des maîtres verriers. Tout cela s'additionne pour créer une somme qui dépasse l'entendement. Mais voici la question qui me traverse l'esprit à chaque fois que j'imagine ces pièces somptueuses. À quel prix psychologique un homme transforme-t-il sa demeure en musée de son propre ego? Qu'est-ce que cela fait de vivre dans un lieu où chaque objet, chaque surface, chaque rayon de lumière a été calculé pour impressionner les autres plutôt que pour vous réconforter vous? Car au fond, la Villa Laurens n'est pas une maison. C'est un décor permanent où Laurens joue le rôle principal de sa propre mise en scène. Il ne peut jamais se détendre, jamais baisser la garde, car il y a toujours un invité à éblouir, toujours une image à maintenir. Cette beauté étouffante, cette perfection oppressante va bientôt se remplir de vie, de rires, de conversations, de musique. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant, comment cette machine à impressionner s'anime lorsque les invités franchissent le seuil. Une maison aussi belle soit-elle n'est qu'un tombeau si personne ne l'habite. Et Laurens n'a pas dépensé des millions de francs pour créer un mausolée. Il a bâti un théâtre. Et maintenant, il faut que le spectacle commence. Entre 1900 et 1938, la Villa Laurens devient le centre névralgique de la vie mondaine du Languedoc. Ce n'est plus seulement la maison d'un médecin fortuné. C'est le lieu où il faut avoir été invité au moins une fois pour prouver que l'on appartient à l'élite culturelle régionale. Les réceptions suivent un rituel immuable. Elles ont lieu principalement durant les mois d'été, lorsque la chaleur méditerranéenne rend les jardins accueillants et que la lumière du soir transforme les vitraux en cathédrales de couleurs. On estime qu'à chaque grande réception, Laurens accueille entre 50 et 80 invités, un chiffre considérable pour une ville de la taille d'Agde. Qui sont ces invités? Pas des aristocrates parisiens, bien sûr. Ceux-là ne descendraient jamais jusque dans cette province méridionale pour rendre visite à un médecin bourgeois. Non. Les invités de Laurens sont ses pairs, des médecins, des avocats, des notaires, des négociants en vin, des propriétaires terriens, quelques artistes locaux, parfois un député de passage. C'est la bourgeoisie triomphante de la Troisième République, celle qui a fait fortune par le travail et l'intelligence, et qui cherche désespérément à prouver qu'elle vaut autant que la noblesse d'Ancien Régime. Pour servir ses invités, Laurens emploie en permanence une quinzaine de domestiques cuisiniers, femmes de chambre, valets jardiniers cochers. Lors des grandes réceptions, il en engage une dizaine de plus en renfort. Ces serviteurs sont les fantômes invisibles qui font fonctionner la machine. Ils circulent silencieusement entre les pièces, remplissent les verres,
Change les couverts entre chaque plat de veille à ce que les lampes électriques ne vacillent jamais. Les dîners sont des cérémonies gastronomiques qui durent plusieurs heures. On sert en moyenne 12 à 15 plats dans l'ordre immuable du service à la française: potager, hors d'œuvre, poisson, rôti, légumes, salades, fromage, desserts, fruits. La vaisselle change à chaque service. On estime que pour une seule réception, plus de 200 assiettes sont utilisées, lavées et rangées par les domestiques. Le vin coule à flot. La cave de la villa peut contenir jusqu'à 1500 bouteilles et des crus locaux du Languedoc, bien sûr, mais aussi des Bordeaux prestigieux, des Bourgognes rares, des champagnes pour les toasts. Laurens ne lésine pas. Un invité ne doit jamais voir le fond de son verre. Après le dîner, les convives se retirent dans les salons de musique. Car Laurens ne se contente pas de nourrir les corps. Il veut nourrir les âmes. Il fait venir des pianistes, des chanteurs lyriques, parfois même de petits ensembles de chambre depuis Montpellier ou Toulouse. Les concerts privés se déroulent dans le grand salon, les invités installés sur des fauteuils. Louis XVI, spécialement commandé pour l'occasion. On joue du Chopin, du Debussy, du Wagner, ce Wagner que Laurens vénère comme le prophète de l'œuvre d'art totale. En été, lorsque la chaleur devient étouffante à l'intérieur, les réceptions se déplacent dans les jardins. Des tables sont dressées sous les pergolas couvertes de glycine et de jasmin. Des lanternes vénitiennes sont suspendues aux arbres. On organise des promenades nocturnes le long des allées éclairées par des torches, créant une atmosphère presque féerique. Certains invités se souviennent, et de ces soirées comme de moments hors du temps où l'on oubliait la médiocrité du monde réel pour plonger dans une illusion parfaite de beauté et d'harmonie. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ces réceptions ne sont pas des fêtes joyeuses au sens populaire du terme. Ce sont des démonstrations de pouvoir. Chaque détail, la qualité du vin, la rareté des plats, le talent des musiciens. La perfection du service est calibrée pour rappeler aux invités une seule chose. Laurens a réussi. Il a transformé l'argent en culture, le travail en raffinement, l'ambition en beauté. Et c'est précisément cette mise en scène permanente qui finira par l'épuiser. Car maintenir une telle perfection, année après année, réception après réception, coûte non seulement une fortune, mais aussi une énergie psychologique considérable. On ne se repose jamais dans un musée. On ne se détend jamais sur une scène de théâtre. Les années passent, les réceptions continuent, mais quelque chose, imperceptiblement, commence à se fissurer. Laurens vieillit, ses invités aussi. Le monde autour de la villa change. Et bientôt, cette vie de cérémonie brillante va s'arrêter brutalement. Car en 1938, cette vie de faste s'interrompt. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut forcer un homme à abandonner le rêve pour lequel il a tout sacrifié? La réponse est à la fois banale et tragique. Et elle commence par deux mots que personne dans les salons dorés de la Villa Laurens n'aurait jamais osé prononcer vente viager. 1938, cette année-là, l'Europe retient son souffle. Hitler annexe l'Autriche. Les accords de Munich trahissent la Tchécoslovaquie. La guerre approche à grands pas, même si beaucoup refusent encore de le voir. Mais à Agde, loin des chancelleries et des stratégies militaires, c'est une autre tragédie plus intime qui se joue entre les murs de la Villa Laurens. Cette année-là, le docteur Emmanuel Laurens prend une décision qu'il n'aurait jamais imaginée 40 ans plus tôt lorsqu'il dessinait les plans de son palais. Il vend sa villa en viager. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mécanisme juridique typiquement français, expliquons, la vente en viager, c'est lorsqu'une personne âgée vend sa propriété en échange d'une rente viagère, une somme d'argent versée mensuellement jusqu'à sa mort. L'acheteur parie sur la longévité du vendeur. Si le vendeur meurt rapidement, l'acheteur fait une bonne affaire. S'il vit longtemps, l'acheteur paie bien plus cher que la valeur réelle du bien. Mais au-delà du calcul financier, la vente en viager est surtout un aveu. C'est l'aveu qu'on n'a plus les moyens de maintenir son train de vie. C'est l'aveu qu'on a besoin de liquidité immédiate. C'est l'aveu que le rêve, ce magnifique rêve de pierre et de vitraux, est devenu trop lourd à porter.
Que s'est-il passé? Les archives sont discrètes, mais on peut reconstituer le puzzle. Laurens est désormais un vieil homme. Il a dépassé les 70 ans. Sa pratique médicale a ralenti puis s'est arrêtée. Ses revenus ont fondu. Mais la villa, elle continue de dévorer de l'argent. Il faut payer les 15 domestiques. Il faut entretenir les jardins. Il faut chauffer les pièces en hiver, réparer les toitures endommagées par les tempêtes, remplacer les vitres cassées, vernir les boiseries qui se ternissent, polir les marbres qui se rayent. Une maison de cette envergure n'est pas un bien qu'on possède. C'est un organisme vivant qui exige une alimentation constante en argent frais. Et puis, il y a un autre facteur plus douloureux encore. Laurens n'a pas d'héritier direct. Pas d'enfant qui reprendrait le flambeau, qui perpétuerait le culte de la beauté qu'il a instauré. La villa, ce monument érigé pour défier le temps, se retrouve orpheline avant même la mort de son créateur. Alors, en 1938, Laurens signe les papiers. Il vend en viager. Les détails exacts de la transaction nous échappent, le montant de la rente, l'identité précise de l'acheteur, mais ce qui compte, c'est le geste lui-même. C'est l'instant où le rêve bascule. Imaginez la scène. Laurens assise à son bureau, en acajou, sculpté celui-là, même qu'il a fait fabriquer, sur mesure 40 ans plus tôt, signe le contrat. Sa main tremble peut-être. Il regarde autour de lui les vitraux qu'il a fait refaire 3 fois les marbres importés d'Italie, les lustres en cristal. Tout cela lui appartient encore techniquement. Il peut continuer à y vivre jusqu'à sa mort. Mais ce n'est plus vraiment à lui. C'est déjà le bien de quelqu'un d'autre en sursis. La vente en viager est une forme étrange de mort sociale. On continue à habiter sa maison, mais on sait qu'on y vit en invité dans ce qui était autrefois son royaume. Chaque matin au réveil, on se souvient qu'un inconnu attend patiemment qu'on meure pour prendre possession des lieux. Pour Laurens, cet aveu d'impuissance doit être insupportable. Toute sa vie, il a cru que l'argent et la culture pouvaient acheter l'éternité. Il a cru que s'il construisait quelque chose d'assez beau, d'assez parfait, cette beauté le protégerait de la déchéance. Il avait tort. La beauté ne protège de rien. Elle coûte au contraire. Elle dévore ceux qui la servent. Mais la vente de 1938 n'est que le premier acte de la tragédie. Car ce que Laurens ne sait pas encore, ce qu'aucun habitant d'Agde ne sait encore, c'est que dans moins de 2 ans, la guerre va déferler sur la France. Et lorsque la guerre arrivera, elle ne fera pas de distinction entre les propriétaires et les locataires, entre les rêveurs et les pragmatiques. La Villa Laurens, ce temple de beauté érigé pour célébrer la civilisation, va devenir le jouet de la barbarie. Et les traces que laisseront les nouveaux occupants seront bien plus indélébiles que tous les vitraux et toutes les mosaïques du monde. Cette vente est-elle un simple arrangement financier dicté par la nécessité ? Ou est-ce l'annonce d'une malédiction qui pèse sur ce lieu depuis le premier jour, celle qui veut que tout ce qui est construit pour l'éternité finit toujours par être profané? La réponse viendra vite, trop vite. Car en 1940, les bottes allemandes foulent le sol français. Et bientôt, elles fouleront aussi les marbres précieux de la Villa Laurens. Juin 1940. La France s'effondre en 6 semaines. L'armée allemande déferle sur le territoire comme une lame de fond. Le 22 juin, l'armistice est signé. Le pays est coupé en 2. Au nord, la zone occupée directement par la Wehrmacht. Au sud, la zone libre, sous contrôle du régime de Vichy, cette France mutilée qui se croit encore souveraine alors qu'elle n'est qu'une marionnette. Agde se trouve dans cette zone sud. Pendant 2 ans, la villa échappe à l'occupation directe. Mais en novembre 1942, tout bascule. Hitler ordonne l'invasion de la zone libre. Les troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation et envahissent le Midi. La Villa Laurens, ce palais construit pour célébrer la beauté méditerranéenne, va devenir un terrain conquis.
Les détails précis de la réquisition sont difficiles à établir avec certitude. Les archives de l'occupation sont fragmentaires, souvent détruites ou dissimulées. Mais les témoignages concordent, la villa est réquisitionnée par l'administration militaire allemande. Peut-être pour servir de bureau à un officier supérieur, peut-être pour loger un état-major régional, peut-être simplement parce que c'est la plus belle demeure d'Agde et que les conquérants prennent toujours ce qu'il y a de plus beau. On estime qu'entre 20 et 40 soldats allemands occupent la villa à différents moments entre 1942 et 1944. Certains y restent quelques semaines, d'autres plusieurs mois. Ce ne sont pas des brutes sans culture. Beaucoup sont des officiers instruits, des sous-officiers qui parlent français, qui connaissent peut-être Goethe et Schiller. Mais cela ne change rien. Ils sont les occupants. Et la villa devient leur territoire. Imaginez ce que cela signifie. Les salons où Laurence recevait des médecins et des artistes pour discuter de philosophie deviennent des bureaux militaires. Les tables Louis XVI servent à étaler des cartes d'état-major. Les lustres en cristal éclairent des réunions stratégiques. Les parquets précieux résonnent sous les bottes cloutées. Les chambres à coucher, ces sanctuaires décorés avec un soin maniaque, sont transformés en dortoirs. Les lits en acajou sculptés accueillent des corps en uniforme gris-vert. Les armoires remplies de linge brodé sont vidées pour faire place aux sacs militaires. Et puis, il y a les dégâts. Pas forcément des destructions volontaires, pas de bombardements, pas d'incendies criminels, mais l'usure brutale d'un lieu qui n'a jamais été conçu pour un usage militaire. Les murs se salissent. Les vitraux se fissurent sous les vibrations des camions qui stationnent dans le parc. Les jardins soigneusement entretenus pendant 40 ans sont piétinés, transformés en parking improvisé. Les fontaines se tarissent faute d'entretien. Certains objets disparaissent. Des tableaux, des sculptures, des vases précieux. Ont-ils été volés par des soldats pour les revendre? Ont-ils été confisqués par des officiers pour décorer leur propre maison en Allemagne? Nous ne le savons pas. Ce qui est certain, c'est que lorsque la villa sera rendue à ses propriétaires après la guerre, elle ne sera plus complète. Des pièces manqueront. Des vides béants rappelleront que la beauté, lorsqu'elle n'est pas protégée, devient du butin. Mais le véritable traumatisme, celui qui hantera la mémoire du lieu bien après la guerre, ce sont les pochades. Des pochades, ce mot français, désigne des esquisses rapides, des croquis informels, pinces à la hâte, ont été découvertes sur certains murs de la villa. Ce sont des paysages banals, une colline, un arbre, une maison. Rien d'extraordinaire. Le genre de dessin qu'un soldat nostalgique trace pour tromper l'ennui d'une occupation qui s'éternise. Sauf que ces pochades n'ont pas été faites sur du papier. Elles ont été peintes directement sur les fresques orientalistes qui ornaient les murs. Un soldat allemand, nous ne connaissons pas son nom, a pris un pinceau et de la peinture, et il a recouvert une partie des céramiques précieuses pour y tracer son propre dessin. Ce n'est pas un acte de vandalisme furieux, c'est pire. C'est un acte d'indifférence. Le soldat ne voyait pas un chef-d'œuvre devant lui. Il voyait un mur, une surface vierge où poser ses propres images. Il ne cherchait pas à détruire la villa. Il l'ignorait simplement comme on ignore un décor de théâtre lorsqu'on a d'autres préoccupations. Et c'est précisément cette indifférence qui est la plus blessante, car elle révèle une vérité cruelle. La beauté n'impressionne que ceux qui ont été éduqués à la reconnaître. Pour tous les autres, ce n'est que du décor. Du papier peint qu'on peut recouvrir sans scrupule. Lorsque les troupes allemandes quittent Agde à l'été 1944 chassées par l'avancée des Alliés, elles laissent derrière elles une villa meurtrie. Pas détruite, elle tient encore debout, mais profanée. Ses murs portent les traces de l'occupation. Ses jardins sont défigurés. Son âme, si toutefois une maison peut avoir une âme, est brisée.
Je dois maintenant vous parler de ce que j'ai ressenti en découvrant ces traces. Parce que ce n'est pas simplement une information historique que je vous livre. C'est une blessure que j'ai portée pendant des jours après ma visite. Lorsque je me suis retrouvé face à ces pochades maladroites griffonnées par des soldats allemands sur les murs d'un temple de beauté, j'ai éprouvé un malaise profond, presque physique. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas si je devais photographier ces traces ou détourner le regard comme on détourne le regard d'une obscénité. D'un côté, l'historien en moi comprend. Ce sont des documents, des preuves tangibles de l'occupation, des témoignages qui nous rappellent que la guerre n'est pas seulement faite de batailles et de traités, mais aussi de ces petites profanations quotidiennes, de ces gestes anodins qui transforment un lieu sacré en espace banal. Mais de l'autre côté, quelque chose en moi se révolte. Comment peut-on laisser la signature de l'occupation souiller à jamais un lieu conçu pour célébrer la beauté? Comment peut-on accepter que l'acte d'un soldat ennuyé, un acte qui n'a pris que quelques minutes, efface 40 années de travail, de rêve, d'obsession? J'ai passé plusieurs minutes devant l'une de ces pochades. C'est un paysage banal, une colline au loin, quelques arbres, peut-être une ferme. La technique est médiocre. N'importe quel élève de cours de dessin pourrait faire mieux. Mais son emplacement directement sur le mur d'un salon orientaliste décoré de mosaïques importées de Catalogne, peintes à la main par des maîtres céramistes, transforme ce geste anodin en acte de possession, car c'est bien de cela qu'il s'agit. En peignant sur le mur, le soldat ne dit pas « je détruis ce lieu », il dit « ce lieu m'appartient maintenant. Je peux faire ce que je veux ici. Vos codes esthétiques, vos conventions culturelles, votre culte de la beauté, tout cela ne compte plus. Moi et moi, seuls décident de ce qui a de la valeur. » C'est une forme de viol symbolique, pas au sens littéral, mais au sens où un territoire intime est envahi, marqué, transformé contre la volonté de ceux qui l'ont créé. Et voici la question qui m'a hanté pendant des nuits après cette visite. Faut-il effacer ces traces pour purifier la villa, ou les conserver comme cicatrices pour ne jamais oublier que la beauté n'a jamais protégé personne de la violence? J'ai interrogé plusieurs restaurateurs, des guides, des historiens locaux. Leurs réponses sont contradictoires. Certains disent « il faut tout effacer ». La villa mérite de retrouver sa dignité originelle. Ces pochades ne font pas partie de son histoire légitime. Ce sont des graffitis, rien de plus. On les efface comme on efface une insulte sur un monument. D'autres répondent « non, il faut les conserver, parce que si on les efface, on efface aussi la mémoire de ce qui s'est passé. On permet aux générations futures de croire que la beauté est intouchable, que la culture est un bouclier. Or, c'est un mensonge. La villa doit porter ses cicatrices pour nous rappeler que rien n'est sacré en temps de guerre. Pour ma part, après avoir longuement réfléchi, je me range du côté de la conservation. Pas parce que j'aime ces pochades. Au contraire, elles me répugnent, mais précisément parce qu'elles me répugnent, elles doivent rester. Elles doivent nous mettre mal à l'aise. Elles doivent nous forcer à nous poser des questions inconfortables sur la fragilité de nos valeurs face à la force brute. Mais je comprends l'argument inverse. Je comprends ceux qui veulent rendre à la villa sa pureté. Car qui suis-je après tout pour décider quelle mémoire mérite de survivre? Qui suis-je pour imposer aux visiteurs de demain le poids d'une blessure qu'ils n'ont pas demandé à porter? Ce que je sais, c'est ceci, ces pochades me hantent bien plus que toutes les mosaïques, tous les vitraux, tous les lustres en cristal. Parce qu'elles révèlent une vérité que nous préférons ignorer, la beauté est fragile. La barbarie, elle est durable. Août 1944. Les Allemands se replient, la France est libérée. Les cloches sonnent, les drapeaux tricolores flottent à nouveau sur les mairies. On crie « Vive la France » dans les rues d'Agde. Mais à la Villa Lawrence, personne ne célèbre. Car si la guerre est finie, le calvaire du palais, lui, ne fait que commencer. Le docteur Emmanuel Lawrence est mort. Probablement durant l'occupation, emportant avec lui le secret de ces dernières années.
L'acheteur, en viager, celui qui pariait sur sa mort rapide, récupère théoriquement la propriété. Mais que faire d'un tel monstre architectural dans une France exsangue ruinée par 5 années de guerre? L'économie du pays est à genoux. Les villes sont à reconstruire. Les ponts sont détruits. Les usines sont en ruine. Personne n'a d'argent pour entretenir un palais de 1400 mètres carrés entouré de 12 hectares de jardin. Et surtout, personne n'en a envie. La Villa Lorentz, ce symbole d'une époque révolue, ce témoin d'un monde d'avant-guerre, où l'on croyait encore que la beauté pouvait sauver l'âme, est devenue un fardeau. Alors elle est abandonnée. Pas officiellement, bien sûr. Il y a sans doute des propriétaires successifs sur le papier, des héritiers qui se disputent la succession, des tentatives de vente qui échouent, mais dans les faits, pendant près de 40 ans, la villa va être livrée à elle-même. De 1950 jusqu'au début des années 2000, elle va connaître une lente agonie. Les premières années, l'abandon est discret. Les volets restent fermés. Les jardins se couvrent de mauvaises herbes. Les bassins se remplissent de feuilles mortes et d'eau stagnante. Ce n'est pas encore dramatique. C'est juste une maison qui dort, pourrait-on croire. Mais une maison ne dort jamais vraiment. Elle meurt centimètre par centimètre. La pluie s'infiltre par les tuiles descellées. L'humidité s'installe dans les murs. Les fresques commencent à se décoller comme une peau qui pèle. Les vitraux fragilisés par les années et les changements de température se fissurent. Certains tombent et se brisent sur le sol de marbre. Personne ne les ramasse. Les éclats de verre colorés restent là mélangés à la poussière et aux fientes de pigeons. Les pillards arrivent. Ils forcent les portes, escaladent dans les fenêtres condamnées. Que cherchent-ils? Ce qui peut se vendre les appliques en bronze, les poignées de porte en cuivre, les fragments de marbre encore intacts. On estime que durant ces décennies d'abandon, des dizaines d'objets disparaissent. Certains réapparaissent sur les marchés aux puces de Béziers ou Montpellier, vendus pour quelques francs à des antiquaires peu scrupuleux qui ne posent pas de questions. Les jardins, eux, deviennent une jungle. Les allées soigneusement tracées disparaissent sous les ronces. Les statues se couvrent de mousse et de lichen. Les pergolas s'effondrent sous le poids des glycines devenues sauvages. Ce qui était un parc à la française se transforme en forêt hostile, impénétrable. À l'intérieur, la décrépitude suit son cours. Les parquets pourrissent, les plafonds se couvrent de moisissures noires. Dans certaines pièces, des morceaux de stuc se détachent et s'écrasent au sol, révélant la structure brute des murs. C'est comme si la villa se déshabillait malgré elle, perdant couche après couche sa peau de beauté pour révéler son squelette nu. Les habitants d'Agde passent devant les grilles rouillées et hochent la tête. « C'est dommage », disent-ils, mais personne ne fait rien. La villa devient un fantôme urbain, une légende locale. On raconte aux enfants que c'est hanté. On dit que des vagabonds y dorment la nuit. On évite de s'en approcher après la tombée du jour. Pendant 40 ans, la Villa Lorentz agonise. Elle qui devait être éternelle, elle qui devait défier le temps, elle se délite comme un cadavre abandonné sur une plage. Et puis, au tournant des années 2000, quelque chose se passe. Des voix s'élèvent. Des associations de sauvegarde du patrimoine des historiens, des architectes découvrent ou redécouvrent l'existence de ce joyau oublié. Ils visitent la ruine. Ils sont horrifiés par l'état de délabrement. Mais sous la crasse, sous la moisissure, sous les décombres, ils voient encore la beauté originelle. Des rapports sont rédigés. Des dossiers sont constitués. Des campagnes médiatiques sont lancées. Et finalement, après des années de lobbying, l'agglomération d'Agde décide d'agir. Elle rachète la villa. Elle lance un appel d'offres pour une restauration complète. Combien de temps un chef-d'œuvre peut-il survivre sans soin avant de mourir définitivement? La Villa Lorentz a frôlé ce point de non-retour. Quelques années de plus, et elle aurait été perdue à jamais. Mais elle a eu de la chance.
ou peut-être que le fantôme de Laurence, où qu'il soit, a murmuré assez fort pour qu'on l'entende enfin. Il faut parfois qu'un lieu touche le fond pour qu'on réalise enfin ce qu'on est en train de perdre. La Villa Laurence, au début des années 2000, est à l'agonie, mais elle n'est pas encore morte. Et c'est cette distinction fragile entre le presque mort et le définitivement perdu qui va déclencher une mobilisation inédite. L'agglomération. Hérault Méditerranée, autorité locale, regroupant plusieurs communes, dont Agde prend une décision qui surprend tout le monde, elle va racheter la villa. Pas pour la démolir et vendre le terrain comme certains promoteurs l'espéraient. Non, pour la sauver. Le rachat est acté au début des années 2000, mais acheter une ruine ne suffit pas. Il faut la ressusciter. Et personne à ce moment-là ne mesure vraiment l'ampleur du chantier qui commence. Les premiers diagnostics sont accablants. Les architectes qui inspectent les lieux découvrent que la villa est dans un état catastrophique. La toiture est percée à plus de 40% de sa surface. Les charpentes sont rongées par les termites et l'humidité. Les vitraux restants sont fissurés, certains tenus par miracle. Les fresques orientalistes qui ornaient les murs ont perdu plus de la moitié de leur couleur. Les mosaïques au sol sont brisées par endroits, des morceaux entiers ont disparu. Le système de plomberie est inutilisable. Les câbles électriques sont dangereux, rongés par les rongeurs. Le verdict tombe, il ne s'agit pas d'une simple rénovation, il s'agit d'une résurrection. Le budget initial est estimé à 10 844 500 € hors taxes. Une somme considérable pour une collectivité locale. Mais au fil du chantier, comme c'est presque toujours le cas avec les restaurations patrimoniales, les mauvaises surprises s'accumulent. On découvre des dégâts structurels cachés. On réalise que certains matériaux d'origine, les céramiques catalanes, les vitraux signés, ne peuvent pas être simplement réparés. Il faut les recréer à l'identique, ce qui exige de retrouver des artisans maîtrisant des techniques quasi disparues. Le coût final dépassera les 15 millions d'euros. 15 millions pour sauver une maison que son créateur avait construite pour quelques millions de francs or. Un siècle plus tôt. L'inflation du temps et de l'oubli. Les travaux débutent en 2007. Ils vont durer 16 ans. 16 années pendant lesquelles des dizaines d'artisans, d'architectes, de restaurateurs vont se relayer sur le chantier. Ce n'est plus une simple construction, c'est une enquête archéologique doublée d'une chirurgie esthétique ultra précise. Il faut retrouver les plans d'origine dispersés dans différentes archives. Il faut analyser les pigments des fresques pour reproduire les couleurs exactes. Il faut recréer les vitraux en s'appuyant sur les quelques fragments rescapés et sur des photographies d'époque jaunies. Il faut retracer les circuits de plomberie enterrés depuis un siècle. Il faut stabiliser les fondations sans détruire les jardins. Chaque pièce est traitée comme un patient en soins intensifs. On nettoie centimètre par centimètre. On consolide. On repeint. On recoud. On greffe. Certaines parties sont perdues à jamais. Il n'y a pas de miracle, mais les restaurateurs font de leur mieux pour recréer l'esprit de l'original, même si la lettre exacte a disparu. Et puis, il y a la question qui divise l'équipe de restauration dès le départ: que faire des pochades allemandes? Ces esquisses laissées par les soldats durant l'occupation sont toujours là, fantômes de peinture, grises et brunes griffonnées sur les fresques colorées. Faut-il les effacer? Faut-il les conserver? Le débat est houleux. Les puristes de la restauration plaident pour l'effacement total. Ces graffitis ne font pas partie de l'œuvre originale de Laurens. Ce sont des pollutions historiques. Notre mission est de restituer la villa telle qu'elle était en 1900, pas de préserver les traces de sa profanation. D'autres, les historiens surtout, rétorquent: si on efface ces pochades, on efface aussi une partie de la mémoire du lieu. On ment aux générations futures en leur faisant croire que cette villa a traversé le XXe siècle sans blessure. Or, ces blessures sont signifiantes.
Elle raconte quelque chose d'essentiel sur la fragilité de la beauté face à la violence. Finalement, un compromis est trouvé. Certaines pochades jugées historiquement significatives sont conservées et protégées. D'autres considérées comme trop destructrices visuellement sont effacées. La décision est prise au cas par pièce, pochade par pochade. Ce compromis ne satisfait personne complètement. Mais c'est peut-être le signe qu'il est juste quand tout le monde est un peu insatisfait, c'est qu'on a trouvé un équilibre fragile entre des exigences contradictoires. Les jardins, eux, sont entièrement replantés. Les allées sont retracées selon les plans d'origine. Les bassins sont recreusés et remis en eau. Les statues récupérées sont nettoyées et replacées. On importe des essences méditerranéennes, cyprès, olivier et laurier rose pour redonner au parc son caractère de paradis orientaliste. Enfin, le 23 juin 2023. Après 16 années de labeur, la Villa Lawrence rouvre ses portes au public. La cérémonie d'inauguration rassemble plusieurs centaines de personnes élus locaux, architectes, historiens, descendants lointains de Laurent simple curieux. On coupe un ruban tricolore. On applaudit. On visite les pièces restaurées éblouies par la luminosité retrouvée des vitraux par l'éclat des marbres polis. La villa devient musée et centre culturel. Elle accueille des expositions temporaires, des concerts, des conférences. On estime que durant la première année suivant la réouverture, plus de 25 000 visiteurs franchissent son seuil. Des touristes français, mais aussi des Espagnols, des Italiens, des Allemands, oui, des Allemands. Étrange ironie de l'histoire qui viennent admirer ce joyau art nouveau miraculeusement préservé. Mais cette patrimonialisation, ce processus qui transforme une maison privée en bien collectif, soulève des questions troublantes. Lors de ma visite quelques mois après la réouverture, j'ai eu la chance de m'entretenir longuement avec Marie Dufour, l'une des responsables de la restauration. Je lui ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis des semaines. Pourquoi avoir conservé certaines pochades et pas d'autres? Sa réponse m'a surpris par sa franchise. Nous avons longuement débattu. Certains membres de l'équipe voulaient tout effacer pour retrouver la pureté originelle. D'autres voulaient tout conserver, considérant que ces traces faisaient désormais partie de l'identité de la villa. Finalement, nous avons fait un choix qui peut sembler arbitraire, mais qui était guidé par un principe. Nous avons effacé les pochades qui détruisaient visuellement les fresques, et nous avons conservé celles qui pouvaient coexister avec elles sans les annihiler. Elle m'a ensuite montré l'une des pochades conservées. C'était dans un petit salon du premier étage. Sur un mur orné de céramique turquoise, représentant des motifs géométriques, un soldat allemand, dont nous ne connaîtrons jamais le nom, avait peint un paysage banal, une colline, quelques arbres, un ciel gris. Vous voyez, m'a-t-elle dit, ici la pochade ne détruit pas complètement la fresque d'origine. Elle la recouvre en partie certes, mais la céramique reste lisible autour. Si on la supprimait, on perdrait un témoignage. Si on la gardait seule, on trahirait Lawrence. En la conservant avec le décor original visible, on dit quelque chose de plus complexe, on dit que l'histoire de ce lieu est faite de strates. Que la beauté et la violence ont cohabité ici. Et que nous, au XXIe siècle, devons porter ce fardeau de mémoire. Pour ma part, après avoir écouté Marie, et après avoir longuement observé cette pochade témoin, je dois avouer que ma position a évolué. Au départ, viscéralement, je voulais tout effacer. Je voulais rendre à la villa sa dignité. Mais maintenant, je comprends que cette pureté retrouvée aurait été un mensonge. Elle aurait permis aux visiteurs de s'extasier devant la beauté sans jamais se confronter à sa fragilité. En conservant quelques pochades, pas toutes, juste quelques-unes, stratégiquement choisies, les restaurateurs ont fait quelque chose de courageux. Ils ont refusé le confort de l'oubli. Ils ont dit « Regardez, admirez la beauté, oui, mais n'oubliez jamais qu'elle a été souillée et qu'elle pourrait l'être à nouveau. » Et pourtant, je comprends ceux qui pensent le contraire. Je comprends ceux qui disent « Lawrence a consacré sa vie à bâtir ce temple.
Il mérite que nous lui rendions son intégrité. Qui suis-je, après tout, pour décider quelle mémoire mérite de survivre? Ce que je sais, c'est que cette question n'a pas de réponse simple. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'elle doit être posée encore et encore. Un monument appartient-il à son propriétaire ou à la mémoire collective? La restauration doit-elle blanchir l'histoire ou la montrer dans toute sa brutalité? La Villa Lawrence ne répond pas à ces questions, elle les pose. Et c'est peut-être sa plus grande valeur aujourd'hui, être un lieu qui nous force à réfléchir, à douter, à nous interroger sur ce que nous voulons transmettre aux générations futures. Car lorsque les visiteurs repartent après avoir admiré les vitraux et photographié les jardins, emportent-ils seulement des souvenirs esthétiques? Ou emportent-ils aussi une inquiétude, un malaise salutaire qui leur rappelle que rien n'est jamais définitivement sauvé? Nous voici arrivés au terme de notre enquête. Derrière nous, les grilles de la Villa Lawrence se referment. Devant nous, la question demeure: qu'avons-nous vraiment découvert? Après avoir passé des semaines à étudier ce lieu, après avoir arpenté ses couloirs restaurés, scruté ses murs chargés d'histoire, interrogé ceux qui l'ont sauvé, je me rends compte d'une chose qui dépasse largement l'histoire d'une villa provençale. Après avoir étudié la Villa Lawrence, j'ai compris ceci: nous construisons des monuments pour défier le temps, mais c'est le temps qui finit toujours par nous définir. Le docteur Emmanuel Lawrence voulait l'immortalité par la pierre. Il voulait que son nom survive à travers la beauté qu'il avait créée. Il a réussi. La villa porte toujours son nom. Elle attire des milliers de visiteurs chaque année. Mais cette immortalité a un goût amer. Car ce n'est pas le Lawrence rêveur, le Lawrence esthète, le Lawrence bâtisseur que l'histoire a retenu. C'est le Lawrence vaincu, celui qui a dû vendre en viager, celui dont le palais a été profané, celui dont le rêve a été transformé en caserne militaire. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un prince de la culture. On se souvient de lui comme d'un homme qui a échoué à protéger ce qu'il aimait. La Villa Lawrence incarne une leçon brutale sur la fragilité des rêves face à l'histoire. Peu importe la qualité des matériaux, peu importe le génie des artisans, peu importe la profondeur de l'ambition, lorsque la guerre frappe, lorsque l'économie s'effondre, lorsque le temps passe, la beauté ne résiste pas. Elle subit. L'argent peut bâtir des palais, mais il ne peut pas les protéger. La culture peut élever l'âme, mais elle ne peut pas arrêter les bottes. La perfection esthétique peut éblouir les contemporains, mais elle ne peut pas empêcher l'oubli de ronger les générations suivantes. Et pourtant, malgré tout, malgré la vente, l'occupation, le pillage, l'abandon, la villa est toujours là. Meurtrie, certes, cicatrisée, mais debout. Ce n'est pas grâce à Lawrence. Ce n'est pas grâce à la beauté intrinsèque du lieu. C'est grâce à une décision collective, prise au XXIe siècle par des gens qui n'ont jamais connu Lawrence mais qui ont jugé que ce lieu méritait de survivre. Cette décision pose une question qui nous concerne tous, aujourd'hui, maintenant, dans notre époque obsédée par le patrimoine et la restauration. Que choisissons-nous de garder et que choisissons-nous d'oublier? Car sauver la Villa Lawrence a coûté 15 millions d'euros. 15 millions qui auraient pu servir à construire des écoles, des hôpitaux, des logements sociaux. Pourquoi sauver un palais plutôt que nourrir les vivants? La question n'est pas rhétorique. Elle est politique. Elle est morale. Ma réponse, après tout ce que j'ai vu, est celle-ci: nous sauvons des lieux comme la Villa Lawrence, non pas parce qu'ils sont utiles, mais parce qu'ils sont nécessaires. Nécessaires pour nous rappeler d'où nous venons. Nécessaires pour nous montrer ce que l'ambition humaine peut accomplir. Mais aussi, et c'est peut-être le plus important, nécessaire pour nous rappeler que tout ce que nous bâtissons est précaire. La pierre est-elle plus forte que la chair? Non. La pierre peut durer 1000 ans, mais elle ne ressent rien. Elle ne pleure pas. Elle ne se souvient pas. Ce sont les humains qui donnent un sens aux pierres. Et lorsque les humains disparaissent, les pierres redeviennent de simples cailloux empilés.
Peut-on vraiment restaurer un lieu qui a été profané, ou ne fait-on que cacher les blessures? Je pense qu'on fait les deux. On cache certaines blessures pour permettre au lieu de respirer à nouveau. Mais on en laisse d'autres visibles comme des rappels pour que personne n'oublie jamais que la beauté n'est pas une forteresse. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place des restaurateurs? Si vous aviez eu le pouvoir de décider, auriez-vous effacé les pochades allemandes pour rendre à la villa sa pureté originelle? Ou les auriez-vous conservées comme cicatrices pour que chaque visiteur se confronte à l'inconfort de l'histoire? Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que des choix, et chaque choix a un coût. Si cette enquête vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a mis mal à l'aise, et j'espère sincèrement qu'elle l'a fait, alors abonnez-vous maintenant. Partagez cette vidéo avec ceux qui comprennent que l'histoire n'est jamais propre, jamais simple, jamais terminée. Et surtout, dites-nous en commentaire votre position sur ce dilemme. Faut-il préserver les traces de l'occupation allemande ou les effacer pour rendre à la villa sa dignité? Votre réflexion nourrit notre travail. Votre désaccord même est précieux, car il prouve que ces questions sont encore vivantes. Je suis le memory archéologiste. Je creuse le passé pour que vous puissiez comprendre le présent. Merci de m'avoir accompagné dans cette descente aux enfoncements d'un rêve brisé et ressuscité. À très bientôt pour une nouvelle enquête.